bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Stéphane Poufari. Je suis le fondateur de l'association Énergie 2050. Vous voyez les petits logos un peu partout. Et qui est à l'origine de Arts Planet, dont on va parler un peu ce soir. Et donc, effectivement, Sylvain a déjà introduit la manière dont on s'est rencontrés. Et puis, effectivement, c'est le début d'une aventure. Alors, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi on a mis l'art un peu au cœur de nos activités, sachant qu'en fait, on est plutôt une ONG qui fait du développement, et une ONG qui a les mains dans le cambouis, qui monte plutôt des projets et qui les réalise ici, en France, mais aussi beaucoup à l'étranger, et qui intervient à la fois au niveau global dans les négociations climat, les négociations sur le développement durable, sur les grandes thématiques, le genre ou autre, mais de manière vraiment dans les négociations internationales. On accompagne des États, des villes, on fait évidemment des formations à droite à gauche dans le monde, et on essaie d'aller jusqu'aux citoyens. En fait, on a une espèce de grande vision un petit peu, j'ai envie de dire, comme un grand puzzle du développement. Et donc, je vais vous expliquer en quelques mots un peu la genèse et du pourquoi on a créé Énergie 2050, et aussi peut-être de faire un trait d'union avec les grands sujets qui sont derrière Énergie 2050. Et ensuite, on arrivera, dans une dizaine de minutes, à pourquoi l'art. Parce que l'art, pour nous, vous en doutez bien, c'est quelque chose d'important, mais qui n'est pas à la base de notre métier, et qui pourtant, on en parlait tout à l'heure avec des personnes, qui est pourtant tout à fait central. Alors donc peut-être la genèse d'Énergie 2050, quand on l'a créée, les gens à l'origine d'Énergie 2050 étaient des praticiens depuis un certain nombre d'années. Moi, ça fait une trentaine d'années que je travaille sur ces questions climat-développement, pas tout le temps en France, plutôt à l'international. Et très clairement, moi et d'autres, quand on pratiquait nos métiers, on finissait par avoir une espèce de lassitude. Alors tout à l'heure, je disais justement, on est tout à fait contre les gens qui ne sont que en colère. On est plutôt dans les gens qui sont les mains dans le cambouis. Et donc une lassitude parce que finalement, sur l'international, même si dans les médias, parfois, on vous raconte un peu des choses, vous avez dû entendre parler des récents rapports du GIEC ou autres qui sont sortis encore hier, très clairement, il y a très peu d'indicateurs qui vont vers le vert. Il y a plutôt des indicateurs qui vont vers le rouge, au niveau que ce soit des ressources naturelles, que ce soit des questions de genre, des questions climatiques, des questions d'aménagement des territoires, que ce soit des questions d'accès à l'agriculture durable ou autre. Au niveau international, mais même au niveau national, relativement peu d'indicateurs vont vers le vert. Et donc, on s'est aperçu nous-mêmes, on était dans des responsabilités dans différentes institutions, que finalement, on répétait des choses qu'on avait déjà répétées il y a quelques années, voire quelques décennies pour certains. Parce que finalement, par exemple, aujourd'hui, parler de l'accès à l'énergie, je vais vous dire, c'est un vieux fantôme, un vieux serpent de mer. Ça fait 30 ans qu'on en parle et on ressort toujours les mêmes recettes d'accès à l'énergie, l'électrification rurale. Et on ressort les mêmes modèles qu'on a déjà vus qui ne marchaient pas pour les mêmes raisons qui ne marcheront pas aujourd'hui. Et même s'il y a des petites choses qui avancent, il y a des petites choses qui reculent. Et globalement, vous avez dû entendre parler du rapport du GIEC il y a 2 jours qui est sorti. Très clairement, il n'y a quasiment aucun indicateur qui est dans le vert. Donc quand on a créé Énergie 2050, on était un peu en réaction. Alors en réaction, tout à l'heure j'employais le mot, on se considère plutôt comme des résistants que comme des gens simplement en colère. Des résistants parce qu'on pense qu'aujourd'hui, le temps du plaidoyer devrait s'arrêter. Pourquoi ? Parce que ça fait à peu près 40 ans qu'on fait du plaidoyer sur ces sujets, et comme je viens de vous l'expliquer, très peu de choses évoluent. Le temps par contre de montrer les bouquets de solutions, ce que nous on appelle les pépites, les choses qui déjà marchent, qui ont une rationalité économique, environnementale, éthique et même économique, ces pépites-là, c'est le principe de devoir les démultiplier. Parce que si on attend qu'il y ait une espèce de geste un peu venant d'extérieur qui va faire en sorte que ça va se mettre partout à se déployer, c'est une espèce de fantasme collectif et il n'y aura personne qui sera en capacité de le faire. Même au niveau du financement, si on imagine que des pays, quand même ils mettraient les contributions qui sont promises sur la table, peuvent faire en sorte que ça change, très clairement c'est faux. D'accord ? Donc maintenant, je vais vous donner quelques petits chiffres pour vous montrer un petit peu la gravité de la situation et après je vais vous reparler d'Énergie 2050 et de l'art. Au niveau de la gravité, je reprends juste le rapport du GIEC parce que tout le monde en a entendu parler, il est sorti il y a 2 jours. C'est un célèbre rapport qui dit est-ce que l'on peut arriver aujourd'hui à 2 degrés d'augmentation par rapport au niveau pré-industriel ? Voire est-ce que l'on pourrait aller jusqu'à 1,5 degré ? Quels seront les impacts ? Alors dit autrement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la traduction de l'accord de Paris. Vous savez, le célèbre accord soi-disant universel, opposable, supranational de 2015. La très mauvaise nouvelle, c'est que l'accord de Paris est basé sur les contributions volontaires des États. C'est-à-dire que tous les États, selon un processus ascendant, ont dit ce qu'ils étaient d'accord à faire pour la question du climat. On a les mêmes débats sur le développement, on a les mêmes débats sur l'énergie, sur tous les sujets qui pourraient être traités. On a ce principe un peu de bonne volonté des États qui disent ou non. Alors est-ce que c'est bien ou pas bien ? On ne peut pas juger, c'est le système des Nations Unies. Très clairement, il n'y a pas de pilote. Parce que si un pays dit « je ne veux pas », ça s'arrête là aussitôt. Mais je vous rappelle que dans votre copropriété, c'est pareil. Et que quand vous parlez au niveau d'un quartier, c'est pareil. Donc, quelque part, cette schizophrénie collective, on l'a nous-mêmes dans nos métiers, on l'a nous-mêmes dans nos pratiques personnelles. Donc, attention à toujours cette colère, revenant à des choses sérieuses. Donc, l'accord de Paris nous dit qu'on devrait aller
à 2 degrés. Sauf qu'aujourd'hui, si vous additionnez toutes les contributions des différents États qui sont sur la table, on est sur une trajectoire 4 degrés. Et à ce titre-là, nous, sur le rapport du GIEC qui vient de sortir, on est accablé de tristesse et de bêtises parce que c'est une erreur, ce rapport. Le rapport, dans le cadre des négociations climat, est un très bon rapport. Aujourd'hui, depuis l'accord de Paris, le GIEC devient une contribution scientifique que les États doivent prendre en compte dans les négociations, celles qui vont se passer en Pologne, à Katowice. Sauf que le précédent rapport du GIEC parlait des 4 degrés. Mais comme on lui a donné un mandat de parler du scénario 2 degrés 1,5, on vous a expliqué dans les médias 48 cm de la mer qui va monter, 56 dans l'autre scénario. Mais si vous allez sur le scénario 4 degrés, là vous avez des chiffres, et je mets entre guillemets, potentiellement cataclysmiques, irréversibles. Donc là c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus préoccupant. Et là, l'urgence que l'on plaide déjà pour les 2 degrés, si vous allez sur les 4 degrés, vous voyez bien que ça commence à être très chaud. Alors je vais vous prendre quelques petits exemples pour vous montrer qu'on est vraiment sur des trajectoires d'urgence et que tous les plaidoyers qui sont basés sur une transformation très très lente de nos sociétés, basés sur une mobilisation du multi-acteur qui fait qu'on attend que chacun bouge, c'est pas le bon moment. Prenez l'exemple de l'Afrique. 530 millions d'urbains aujourd'hui. Dans 20 ans, ils seront 2 milliards d'urbains. Si vous le traduisez, alors c'est pas grave parce qu'on a nous-mêmes eu des transitions urbaines. Sauf qu'aucune société n'a jamais expérimenté une telle transition urbaine. Je ne prends qu'un exemple. Ce qui veut dire que si vous le multipliez en nombre de mètres carrés à construire, en nombre de tubes, en compétition avec les terres agricoles qui sont souvent à côté des villes, compétition avec les ressources en eau, les problèmes de salubrité, les problèmes d'accès à l'éducation, les problèmes d'énergie, je mets les points de suspension, vous voyez bien que si on se loupe là, je ne suis même plus sur un scénario 4 degrés, je rentre sur un scénario complètement imprévisible. Dans des pays où la décentralisation existe peu, ce qu'on appelle des villes subies, et nous on travaille beaucoup avec les villes africaines. Donc vous voyez bien que toutes ces questions-là, ça plaide pour une urgence tout de suite. On ne peut pas prendre le temps de la réparation si on ne fait pas le bon acte aujourd'hui dans le moindre des décisions environnementales, économiques et sociales. On n'a plus le temps de réparer. Je prends toujours l'exemple des villes. Je me trompe dans un aménagement urbain, en France comme en Afrique, c'est 50 à 70 ans minimum avant d'envisager de pouvoir le réparer. Donc imaginez, si j'ai une telle pression urbaine, c'est colossal. Si je me trompe aujourd'hui dans un bâtiment, par exemple, que je vais construire n'importe où, je bloque minimum entre 25 et 50 ans des besoins en froid ou en chaleur. Donc vous voyez bien que chaque fois que je me trompe dans un concept, que je ne suis pas dans le bon tempo, que je n'ai pas la bonne analyse économique sur les ressources, sur le côté sociétal ou autre, je bloque des horizons. Ça s'appelle les lockings, c'est des verrous. C'est comme si vous prenez l'image, un verrou, vous jetez la clé et vous avez d'autres problématiques qui vous préoccupent, qui font que vous n'avez pas le temps de reprendre la clé pour réparer parce qu'autre chose est arrivée. Donc ça, c'est vraiment la genèse d'Énergie 2050, répondre à ces problématiques. Alors quand on a créé Énergie 2050, on a rêvé. On était un peu naïf. Pardon, c'est toujours un peu émouvant quand on parle de la création d'un bébé. Alors, quand on l'a créé, très clairement, non, c'était juste une pointe d'émotion. Quand on l'a créé, très clairement, on est arrivé et on ne pensait pas en tirer, finalement, d'arriver à la faire vivre. Parce qu'on n'a pas un rond public, on n'a que des projets, que des cotisations, des programmes qu'on fait dans une quarantaine de pays aujourd'hui. Et quand on l'a créé, on était tellement ambitieux que même moi, je me disais, ça ne marchera jamais. C'était un acte militant qu'on posait. Ça voulait dire quoi ? Ça veut dire qu'on s'est dit, on va travailler sur tous les sujets. Tous les sujets. On travaille sur le genre, on a des programmes partout sur le genre, on travaille sur la ville, on travaille sur le bâtiment, on travaille sur l'énergie. Alors c'était bien. Ça s'appelle la systémique du développement. Et puis comme on était un peu rêveur, on s'est dit on va travailler avec des États et on va travailler aussi avec le citoyen. Pourquoi ? Parce qu'on voulait créer un puzzle. Si vous prenez le développement avec ce que je viens de vous expliquer, vous voyez bien qu'une solution qui va avoir un sens pour une ville de 15 000 habitants, c'est la même problématique que pour une ville d'1 million d'habitants. Sauf que la ville de 15 000 habitants n'intéresse personne, la ville d'1 million d'habitants peut attirer des ressources, et donc vous voyez bien qu'il y a un problème d'échelle. Donc nous on s'est dit, travaillons sur le plus petit commun dénominateur et démultiplions. Donc quand on a créé Énergie 2050, c'était un peu le rêve. Et bien aujourd'hui, après 8 ans, bientôt 9 ans, on est en train de travailler véritablement avec des États. Je vous parlais de l'accord de Paris. On a aidé 7 gouvernements à faire leur contribution nationale. On travaille vraiment avec des villes, on travaille vraiment sur des financements carbone internationaux, on travaille vraiment dans des universités, on travaille vraiment sur des publications scientifiques et on travaille vraiment avec des citoyens et des programmes partout. Et ça, on l'a sur toutes nos thématiques. Donc aujourd'hui, on se retourne, on a une espèce de grand puzzle, on se demande comment on a réussi à le faire, mais finalement, ça marche. Ça ne veut pas dire que ça marche parce qu'on est meilleur, ça veut dire que ça marche parce qu'il y a un sens. Il y a un sens économique, j'insiste bien. Une décision qui n'a pas de rationalité économique ne peut pas être acceptable. Quand vous entendez nos pays qui parlent de l'argent qu'ils vont donner pour le développement, vous avez tous entendu parler du Fonds vert climat, j'imagine. On vous en parle tout le temps, les 100 milliards que l'on veut donner. Très mauvaise nouvelle, 100 milliards par an, c'est à peu près une goutte d'eau par rapport aux besoins d'adaptation africains, qui sont à peu près à 1000 milliards par an. Donc vous voyez bien que, sauf que les 100 milliards de dollars par an, on ne les donne pas.
Le fonds va commencer en 2020. Les premiers abondements qui ont été le prêt 2020 sont déjà à sec, il n'y a plus d'argent. Donc bien que c'est toujours un problème d'échelle, donc si on ne trouve pas des moyens parallèles pour donner une rationalité économique, environnementale et sociale, ben ça ne marchera pas. Donc du coup, quand on a créé tout ça, j'arrive à l'art. Qu'est-ce qui manquait? Il manquait que le citoyen se réapproprie ces sujets. Alors vous avez compris qu'on n'est pas des gens qui aimons les gens en colère, on est des gens qui aimons les gens en colère, qui traduisent leur colère en action. Et donc, conclusion, pour les connecter, on s'est dit, il faut à tout prix qu'on arrive à leur parler. Et donc, il faut qu'on les reconnecte avec l'émotion. L'émotion, c'est un bien grand mot. L'émotion, pour nous, c'est toujours pareil. On est un petit peu provoquant sur ces sujets. Moi, je n'ai pas envie d'avoir de l'émotion quand j'ai 2 enfants qui meurent sur une plage. Je n'ai pas envie d'avoir de l'émotion quand j'ai un tsunami ou quand j'ai un bâtiment qui s'écroule. Parce que ça, c'est une émotion naturelle. C'est une émotion légitime parce qu'on est blessé dans notre sensibilité d'humain. Mais ma vraie émotion, elle doit être durable. Et si j'arrive pas à avoir une émotion qui est là ici sur des sujets fondamentaux comme le développement ou le genre ou autre, on est toujours en train d'espérer que l'éducation va faire qu'on va arrêter par exemple de tabasser les femmes. Mais normalement, on n'a pas besoin d'éduquer des gens pour pas tabasser une femme. On n'a pas besoin d'éduquer des gens normalement pour pas polluer. On n'a pas besoin d'éduquer des gens normalement pour pas jeter leurs déchets n'importe où ou pour utiliser des produits toxiques. Donc cette émotion de base, si vous la comprenez, c'est la base d'Énergie 2050. Donc pour créer cette émotion, dès le début, pareil, sans un rond, on a créé Ars Planet. Alors au début, ça s'appelait Agitater, pour ceux qui feront un peu de spéléo sur notre site. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'on voulait que le citoyen, il se réapproprie ces sujets par l'émotion. Alors là, c'était intéressant parce que si vous regardez bien les mots, ce n'est pas une initiative artistique. Pour nous, c'est une initiative citoyenne et artistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque citoyen a cette capacité de créer, de se réapproprier. On est tous des témoins de quelque chose. Témoin de quelque chose qui va nous paraître positif, témoin de quelque chose qui va nous mettre un petit peu en scandale, témoin de quelque chose qui va nous blesser, d'autres qui va nous mettre en émotion, d'autres qui va nous créer une mémoire de quelque chose de positif qu'on doit mettre en place et le démultiplier. Donc on a créé Ars Planet. Alors là aussi, d'année en année, ça a grossi. Au début, on est parti évidemment un peu à poil comme pour les autres sujets. Aujourd'hui, ça fait quand même 3 ans qu'on expose à la conférence climat. Je peux vous assurer, ceux qui connaissent un petit peu, c'est juste improbable. Alors on y est, on est observateur des Nations Unies nous-mêmes, on y est chaque année parce qu'on négocie, puisqu'on accompagne des États, on publie des guides, des documents techniques pour tous les négociateurs, mais on obtient chaque année un pavillon, ce qui est un peu improbable. Ceux qui ont suivi par exemple la précédente conférence climat, Bonn, la COP 23, on avait un pavillon de 100 mètres carrés. C'est pas nous qui l'avons payé, parce que ça vaut le budget de l'association sur l'année, pour être très clair. Donc c'est juste improbable, mais néanmoins, on a eu 100 mètres carrés. Et l'année dernière, les Allemands avaient extrêmement limité le nombre de pavillons. Il y a eu 42 pavillons. On avait un des 42 pavillons. Alors les gens, ils pensent tous qu'on est super riche, on est absolument très pauvre. Mais l'air de rien, on arrive à faire des trucs improbables. Ça nous épuise un peu, mais on y arrive. Donc cette année encore, on aura un pavillon. Et donc du coup, l'idée d'Ars Planet, c'est que chaque année, on lance un sujet qui nous paraît important. L'année dernière, c'était climat, migration et solidarité. Bon, je ne vous cache pas, ça a été un sujet super stressivore et les gens s'y sont pas retrouvés. On n'a pas compris qu'ils ne s'y retrouvaient pas, mais les gens avaient peut-être un problème de culpabilité, peut-être un problème d'éthique, peut-être un problème de... Peut-être. En tous les cas, nous, on n'a pas très bien compris. Mais néanmoins, on a eu des belles contributions. Toutes celles que vous avez autour de cette pièce-là sont des contributions de gens qui ont donné leurs œuvres. Alors, soit des fois des reproductions, soit des originaux, soit des sculptures. Par exemple, celle-là, c'est des petites sculptures de personnages. Alors, je les montre toujours, mais je les trouve tellement émouvants. On les a appelés avec l'artiste les cris sans visage. D'accord? Voilà. Bon, sur les migrants, ça tombait vraiment très bien. Alors, c'est des petits personnages trop mignons, mais bon, c'est comme ça. Mais simplement, le sujet était un peu lourd. Et donc, tous ces sujets-là, là autour, ont été faits dans le cadre de la précédente édition. Cette année, on a pris un sujet qui est un peu plus positif, qui s'appelle 7 milliards d'humains, 7 milliards de solutions. Parce qu'on veut que les gens se réapproprient aussi quand même une forme de côté joyeux. Parce que ce développement dont nous on parle, ce n'est pas un développement qui est stressivore. C'est un développement qui, très clairement, est porteur de solutions. Des solutions qui, je le rappelle, ont un sens. Voilà. Donc Ars Planet, cette année encore, il y aura une exposition à Katowice, à la COP 24. Bon, il y a des œuvres là qui vont être coupées pour la bonne cause, mais évidemment, la photo elle-même va être dans les montages. Il y a des belles contributions qui commencent à arriver. Alors, bien sûr, vous êtes tous les bienvenus, puis même dans vos réseaux respectifs, sachant que, j'insiste bien, c'est initiative citoyenne et artistique, ce qui veut dire qu'on ne met pas de hiérarchie. En clair, on a des gens qui envoient des musiques, d'autres qui envoient des vidéos, d'autres qui envoient des poèmes, de ce qu'ils veulent, parce qu'on ne veut pas freiner la capacité d'émotion. Et derrière cela, les gens qui donnent leurs œuvres, parce qu'on autorise même les gens à ne pas donner leurs œuvres.
On va un peu dans le même sens de ce que tu faisais toi, Sylvain, parce qu'à un moment donné, on peut comprendre que chacun a des problématiques personnelles, des fois des crises financières, et que peut-être que quelqu'un va vouloir vendre une photo ou une œuvre pour vivre, et ça peut très bien se comprendre. Nous-mêmes, on galère pour vivre, donc on peut très bien comprendre ça aussi. Donc à partir de là, les gens peuvent donner une reproduction. Par contre, on a tous les droits de tirage pour après pouvoir faire vivre l'ONG. Et derrière ça, il y a des gens qui donnent vraiment leurs œuvres. Et dans ce cas-là, on essaie d'organiser, on ne l'a pas encore fait l'année dernière, on n'avait pas suffisamment d'œuvres, une vente aux enchères pour faire des projets de développement qui vont être sur nos thématiques à nous d'actualité. Voilà un petit peu, donc je ne veux pas être trop long pour ne pas vous alourdir sur le sujet, mais je pense que vous avez compris un peu la genèse. Notre méthode de travail, juste que vous sachiez un peu notre financement, on travaille beaucoup sur les programmes européens, sur les programmes des Nations Unies. Alors ça ne veut pas dire que ce sont des bailleurs toujours parfaits. On travaille des fois avec des bailleurs allemands, des bailleurs français. On travaille tout le temps sur des appels d'offres. On n'a pas de subvention de fonctionnement. Donc pour ceux qui veulent comprendre ce que ça veut dire qu'on n'a pas de gens qui nous donnent de l'argent pour financer nos salaires et ou les activités de l'ONG. C'est tout ce que l'on fait, c'est sur du projet où nos membres qui payent des cotisations ou qui font des dons ou autres. Bien sûr, on est déductible au niveau européen de tout ce qui peut être des reçus fiscaux ou autres. Et dernière chose par rapport à ces questions de financement, par exemple Arts Planet, on a déjà été approché par des grosses fondations. Aujourd'hui, comme on considère qu'on n'est pas encore en capacité de pouvoir les contrôler, on a refusé. Parce qu'on est absolument à 2000% indépendant. Et évidemment, il est hors de question qu'un mec, parce qu'il va se pointer avec 10 000 euros ou 50 000 euros ou 100 000 euros, il puisse imaginer qu'il achète Arts Planet. C'est pas possible. Donc c'est très clair. Donc ça continue à grossir, c'est de plus en plus visible. Et les gens sont très surpris qu'on arrive à exposer à la conférence climat, pour ceux qui connaissent un peu. On pense que ça contribue aussi à la vie des artistes, parce qu'il y a des artistes qui ont trouvé aussi une certaine visibilité sur ces sujets, et on est très contents. On est un peu dans la même dynamique que Sylvain et son chéri, pour prendre son expression. Et donc voilà, donc du coup on est un peu dans cette dynamique-là, un peu solidaire aussi, parce qu'il faut que ça serve dans les deux cas. Et voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Et donc je vous remercie. Il y a Laurence qui passe avec la tablette si vous voulez laisser vos coordonnées. Il y a des papiers. Et puis bien sûr, si vous voulez acheter le clin d'œil de Sylvain, qu'on trouve trop mignon, c'est très bien. Et puis derrière, on a des petites reproductions à 15 exemplaires d'œuvres de l'année dernière, si vous voulez aussi vous y investir. Voilà, je vous remercie. Puis si vous avez quelques questions, oui. Bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Je ne connais pas du tout l'association, c'est la première fois. Je suis ravie d'être là. Par contre, j'ai l'impression de ne pas avoir bien compris l'axe de l'association, l'axe de travail de l'association, le rapport entre le climat et l'Afrique, parce qu'apparemment c'est surtout là-bas que vous travaillez. On est vraiment dans une 40, enfin à peu près 40 pays. Et alors, quelle est votre problématique de travail en fait? Alors, notre problématique, en fait, il y a plusieurs. Ça va être 5 piliers qui sont assez simples. La première, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, tout le monde partage la même connaissance. Donc, dès lors que c'est besoin, si vous allez sur notre site, vous verrez, on publie énormément de documents de recherche. Donc ça, on fait partie des rares ONG à publier des documents. Je prends l'exemple du climat. On fait chaque année pour la francophonie, 84 pays, le guide des négociations climat. C'est-à-dire c'est la Bible des documents qui est utilisée par tous les négociateurs des 195 États partis pour les négociations. Donc ça, par exemple, c'est un exemple. Donc on publie, on fait de la recherche, et quand besoin, on l'adapte à différents pays. Là, l'exemple du guide des négociations climat, puisque vous avez pris l'exemple du climat, on a le même guide pour le citoyen. Parce que si un citoyen lit le guide des négociations climat pour les négociateurs, je peux vous assurer que vous partez en courant, parce que c'est devenu tellement dense, lourd, abscon, compliqué, avec plein d'alinéas, B22, machin, voilà. Mais néanmoins, on fait ce genre de choses. Derrière ça, on met en œuvre des projets. Des projets, je vais vous en donner un exemple. Au lieu de dire un projet d'accès à l'énergie, on essaie de toujours trouver un sens. Là, je vais vous prendre un exemple de projet africain, mais je pourrais prendre un projet en Asie. On a un projet qui s'appelle Progrès-lait, que l'on fait en Mauritanie et au Sénégal, où là, on donne une valeur économique à une chaîne de valeur lait. Je vais vous donner la problématique, vous allez la comprendre en 2 secondes. Le Sénégal, pour des questions de stockage de lait, jette à peu près 16 millions de litres de lait par an. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement étalé, peu d'accès à l'énergie dans pas mal de zones où les populations bougent avec les bovins. Et donc, en conclusion, ils jettent le lait et donc ils importent 98% de leur production, de leurs besoins en lait en poudre. Donc là, situation un peu schizophrène. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire ? C'est la faute à qui ou pas ? On ne se pose pas cette question. La question est d'observer. Donc là, ça répond à votre question concrète sur les projets. On a observé, pas nous tout seuls, on est avec des partenaires bien évidemment, c'est un programme européen. Donc là, on a observé comment on pouvait utiliser l'accès aux services énergétiques, qui est beaucoup mieux que simplement l'accès à l'énergie, pour se dire on va transformer le lait. Mais là, au lieu de se dire on va juste le transformer, non, on va le transformer selon des standards pour qu'il puisse rentrer dans une chaîne de valeur économique qui corresponde à un marché international pour faire du lait en poudre local.
très intéressant. Donc là, du coup, ça intéresse évidemment les deux États, Mauritanie, Sénégal. On crée quoi? Des petites plateformes. On a des films sur notre site qui sont tout à fait intéressants. On suit ce projet, on est dedans. Et donc là, c'est des toutes petites plateformes avec des emplois locaux, des gens qui viennent collecter le lait, qui le pasteurisent, qui donc le font pour après aller sur des plateformes de taille plus importante. Et là, il va être mis tout bêtement aux standards internationaux pour faire du lait en poudre, pour abonder le marché national. Et bien là, du coup, qu'est-ce qu'on a créé? Une chaîne de valeur pour des populations vulnérables autour de l'accès à l'énergie. Si on regarde l'accès équivalent énergie produit dans le cadre de ce projet, c'est marginal. C'est des micro-plateformes. Par contre, l'accès de la valeur économique sociale de ce projet, elle est juste colossale. Donc ça, c'est un deuxième exemple. Ensuite, on fait des formations, que ce soit dans des écoles, universités ou autres. On a plein de cours partout. On a nos propres cursus, ville, bâtiment, énergie. Donc toujours pareil, là je réponds à votre question climat, mais chaque fois on fait la connexion climat. Un exemple, alors encore en Afrique, mais il est très visible, on a une formation dans l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. 14 pays africains. Et là, on les forme à prendre en compte la transition énergétique sous contraintes climatiques pour faire des villes résilientes en Afrique. Sachant qu'il y a peu de cours sur la transition énergétique pour les architectes. Cette école intéressante, architecte, gestionnaire urbain, urbaniste. Vous mélangez les trois compétences. On a une formation initiale et on a un cursus de formation continue depuis 8 ans, avec des projets tutorés. On accompagne des gens. Voilà, donc un autre exemple. Derrière ça, on continue des projets, alors là, cette fois-ci, beaucoup plus de citoyenneté, de mobilisation, mais qui ont une valeur économique toujours. Toujours. Pour nous, un projet, s'il n'est pas duplicable, s'il n'est pas transparent, démultipliable, il nous pose un problème. D'accord. Et derrière ça, des exemples de mobilisation citoyenne. Aujourd'hui, ça en est un exemple. Pour aller au contact de la population. Alors, pas obligatoirement, là, on est dans le 06, mais pourquoi pas, ça se fait aussi partout. On essaie de s'améliorer en communication, c'est peut-être notre point faible. Parce qu'on a commencé tellement à être la tête dans le guidon sur des projets techniques, puisque c'était nos métiers d'avant, qu'évidemment, c'est ça qui a fait la réputation d'Énergie 2050. Donc ça, sur le climat, sur le genre, pour nous, c'est des sujets transversaux, pour finir de répondre à votre question. Et derrière, on les décline sur toutes les questions sectorielles, du global au très local. Et c'est là où le puzzle a marché. Donc on est dans plein de projets, bâtiments, on est dans plein d'alliances internationales. On est paradoxalement extrêmement reconnu dans énormément d'institutions. On a eu des prix des Nations Unies sur le Human Settlement, donc c'est pour l'habitat précaire. On a eu un prix sur l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Donc on a énormément de reconnaissance internationale, qui d'ailleurs des fois on ne va même pas les chercher, on vient nous chercher. Sauf que fort malheureusement, tout le monde pense qu'on est très puissant financièrement, mais comme on n'a pas de subvention de fonctionnement, on tire la tête, mais c'est notre choix et on l'assume, comme ce que j'ai expliqué pour Ars Planet. Voilà. Donc ça répond un peu à votre question, mais donc c'est vraiment une espèce d'aventure qui nous a dépassés, il faut être très clair. Moi personnellement en tant que fondateur, je suis heureux quand je la vois dépasser. Elle nous dépasse, maintenant il faut qu'on la calibre, parce qu'il ne faut surtout pas qu'elle arrive à faire comme beaucoup d'autres, ce qui nous énerve, du plaidoyer. Parce que simplement le plaidoyer, je l'ai dit tout à l'heure à 2 personnes, pour nous, si vous regardez un peu sur notre vocabulaire, on appelle ça témoigner des possibles. Vous voyez, pour nous, pareil, on a vraiment choisi tous les mots parce que les mots ont une vibration, comme l'art. Et si un mot n'est pas juste, l'action derrière ne peut pas être juste. Donc une colère, juste une colère, bon, je suis super content que les gens soient en colère, mais et après? Donc une colère qui va se traduire par quelque chose que je peux mettre en œuvre dans mes moyens, dans ma réalité, comme on appelle ça, et penser à la réalité du voisin, comment ça m'intéressait, et surtout derrière, si on a des indicateurs. Je vais finir juste sur un exemple pour vous montrer ce qui nous énerve. Souvent, parce qu'on travaille beaucoup sur les villes, les territoires, souvent on nous invite à faire ce qu'on appelle les keynote address, c'est-à-dire à l'ouverture des conférences, où on fait une vision prospective du sujet. Et on met quasiment tout le temps avec un super architecte. Alors, j'ai rien contre, hein, je suis moi-même passionné par ça, mais qui très souvent dans ces instances-là, on prend la personne qui a dessiné la maison dont tout le monde rêve. Je suis sûr qu'on fait ici un sondage, tout le monde va dire je la veux. Elle est magnifique, matériaux naturels, sans impact, machin truc, la vue, génial. Sauf que techniquement parlant, aux réalités d'aujourd'hui, ça va correspondre à 0,000001% de la population mondiale. Donc celle-là, elle m'intéresse en termes de prospective. Elle est même super belle. Et je répète, n'importe quel citoyen sur Terre peut rêver d'une telle maison. Parce que souvent, elles sont super écologiques. Il ne faut pas imaginer que c'est des pollutions. Mais sauf que nous, on va s'intéresser à comment aller vers une trajectoire comme ça, qui ne soit pas consommatrice trop de spatial, de ressources, et qui ait un sens économique et aussi social. Et bien, c'est un peu ça notre vision. Mais de ce que je comprends, vous êtes orienté sur les pays émergents. Non, on a des choses aussi chez nous, ici. Ah ouais. Ouais, on a un projet Mobilita sur la mobilité sur l'anneau méditerranéen avec Pays du Nord. On a un projet sur la performance énergétique du bâtiment là en zone Europe. On a eu un projet Erasmus qui concerne que l'Europe sur l'éducation à l'environnement pour les adultes.
Non, non. On a vraiment pensé qu'on a un gros puzzle sur de la systémique. On n'a pas voulu justement rentrer dans un espèce de paradoxe parce qu'il n'y a pas une action qui devient prioritaire de l'autre. Les actions sont absolument toutes liées. Donc si on n'arrive pas nous-mêmes à appliquer ce qu'on a comme compréhension de la systémique, inévitablement, on va reproduire des travers que beaucoup reproduisent. Donc on était quand on l'a créé, on était tous des praticiens, c'était véritablement par réaction. Mais on ne pensait pas justement que ça allait devenir cet ovni, on en est très fiers. Maintenant, il faut qu'on le fasse grossir, peut-être que vous êtes tous là aussi pour ça, ce soir, au-delà de l'amitié ou de la connaissance que vous avez pour Sylvain, et voilà le but du jeu. Donc évidemment, il y aura des effets ricochets, et c'est là-dessus qu'on compte pour avoir un effet démultiplicateur. Voilà. Et quels étaient vos métiers précédents? Alors moi, je travaillais dans l'environnement, j'étais à l'Agence de l'environnement pour la maîtrise de l'énergie, sur l'international, je travaillais pour le PNUE, pour les Nations Unies pour l'environnement, puis voilà. Mais après, on en a d'autres qui étaient plutôt des économistes, voilà. En permanent, très peu, pour la même question du problème d'argent. Donc on en a juste le minimum vital pour pouvoir mettre en œuvre les projets contractuels avec l'Europe ou autre, parce qu'on vous demande les feuilles de paye. Après, on a une espèce, alors j'emploie un terme volontairement provocant, parce qu'en général, ce n'est pas dans ce sens-là qu'on le dit, mais de diaspora d'experts qui est assez importante. Bénévoles, pas suffisamment, mais les bénévoles, c'est très compliqué à mobiliser, parce qu'il faut qu'à un moment donné, eux-mêmes, ils aient compris, pour pas simplement venir se servir. C'est très, entre guillemets, ce que je dis. Alors, on espère que vous serez tous des bénévoles. Un bénévole, pour nous, veut dire, c'est s'effacer dans la cause et y retrouver son compte parce que la cause grandit. Mais par contre, on ne peut pas demander à quelqu'un de juste être en écoute pour lui aider à mieux simplement vivre. Un bénévole, pour nous, il va mieux vivre parce qu'il s'implique dans une cause collective, comme dans l'art. Je prends un exemple, je vais faire un clin d'œil. Il y a ma nièce ici, qui est directrice artistique de l'Énergie 2050 depuis le début, et qui contribue à quasiment toutes les choses. Beaucoup de ses tableaux sont à elle. Et donc voilà, donc il y a plein de gens qui font en fonction de leurs moyens. Évidemment, ils y retrouvent un compte, bah oui, tant mieux. Et j'espère même, comme le disait Sylvain, que ça l'aide dans son boulot et que ça aidera d'autres personnes dans leur boulot. Bah, super génial, même sur le côté technique. Il y a plein de gens qui viennent picorer avec nous des projets, qui nous aident sur des actions concrètes, très concrètes, et qui en trouvent à mieux vivre, voire même qui trouvent du boulot grâce à ça, parce qu'on a une belle réputation. J'ai envie de dire, encore plus, tant mieux. Voilà, jusque-là, il n'y a pas d'inconnu. Mais du coup, on a une espèce de grand réseau, et aujourd'hui, on va aller beaucoup plus sur la communication, parce qu'on pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit en capacité d'amener plus de gens dans le bateau, parce que vraiment, le discours aujourd'hui devient d'une médiocrité, mais pathétique sur le sujet, et toutes ces périodes de supracolère nous font perdre 10 ans. Parce que je peux vous assurer que, tout à l'heure, j'ai fait exprès de prendre l'exemple des copropriétés. Si ça se passe mal dans votre copropriété, c'est normal que ça se passe mal avec 195 états parties. C'est normal que ça se passe mal sur tous les intrants. C'est ce que nous, on appelle les intérêts divergents. Le seul moyen de rassembler tous ces gens autour d'un débat commun, c'est des points de transparence économique, parce que le bon sens basé sur l'économie a une rationalité. C'est le point bon sens sur l'accès aux ressources, sur l'accès au mieux vivre. Et là, on peut faire du mesurable, ce qu'on appelle du MRV dans le cadre des négociations, mesurer, reporter, vérifier. Donc ça, c'est intéressant. Et là, du coup, il faut qu'on ait plus de relais. Il faut qu'on ait plus de gens qui puissent traduire, qui puissent s'impliquer, puis qui puissent créer, qui puissent écrire, qui puissent contribuer, qui puissent co-créer. Ben voilà. Donc on en a besoin. Donc maintenant, on va s'efforcer parce qu'on est arrivé à maturité. Parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, franchement, on ne pensait pas que ça allait se développer comme ça. Et véritablement, quand moi je me retourne, je ne sais pas comment on a réussi, vu la rareté des moyens qu'on a eus, à avoir des projets vraiment dans 40 pays. C'est improbable. On a des partenaires partout, sauf que maintenant, il faut qu'on apaise la chose de manière à ce qu'on puisse mieux mettre tout ça en musique et que peut-être plus de gens puissent y contribuer, pas simplement en France, hein, parce qu'on a beaucoup de nos membres qui sont à l'étranger, pour que tout le monde puisse se mobiliser de manière transparente.